questions. Questions orales. L'honorable député de Mégantic-L'Érable-Lotbinière. Monsieur le Président, ça va faire bientôt 1 an que ce premier ministre libéral est en poste. Et vous savez quoi? Plus ça change, plus c'est pareil. L'indice des dettes des consommateurs de MNP est révélateur de son bilan. 61 des Canadiens subissent un choc financier. 43 sont à 200 $ de l'insolvabilité chaque mois. Les 3/4 disent que la hausse des coûts des produits essentiels comme l'essence et l'épicerie met leurs finances sous pression. Ce premier ministre démontre jour après jour qu'il est rien qu'un autre libéral. Hier, les libéraux ont rejeté notre plan visé à éliminer toutes les taxes sur l'essence pour toute l'année. Pourquoi refuser d'offrir un repos? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, à force d'offrir des répits aux Canadiens, les conservateurs les rejettent toutes. Ils rejettent les soins dentaires, ils rejettent les baisses d'impôts, ils rejettent les baisses de TPS, ils rejettent encore la baisse sur la taxe d'assises sur l'essence, ainsi que la coupe de la taxe sur le carbone. Mais puisque mon collègue parle de comparaison vis-à-vis de l'année passée, je lui soulignerai que les salaires au Canada, les salaires, Monsieur le Président, ont augmenté de 4,7 % dans la dernière année depuis l'arrivée du premier ministre. Et le même chiffre aux États-Unis, Monsieur le Président, 3,5 %. Honorable député de Mégantic-L'Érable-Lotbinière. Et les Canadiens continuent de payer leur essence 20 plus cher que les Américains, Monsieur le Président. Malgré toutes ces belles mesures qu'il vient de dire, est-ce que l'épicerie a baissé? Est-ce que l'essence a baissé? Est-ce que le coût des logements a baissé? Est-ce que les fils dans les banques alimentaires ont baissé, Monsieur le Président? La réponse, c'est non. Malgré toutes ces mesures-là, les Canadiens s'appauvrissent. Pourquoi? Parce que leur politique inflationniste coûte cher, gonfle le prix de tout, fait en sorte que les gens n'arrivent plus à la fin du mois. Elles sont où, les belles promesses d'abordabilité de ce premier ministre libéral? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Je n'ai même pas eu le temps, Monsieur le Président, de finir avec les chiffres très, très encourageants. Le député doit savoir, sinon ça lui prend un meilleur recherchiste, que l'inflation au Canada, en février 2026, c'est 1,8 % dans le bas de la zone cible de la Banque du Canada. Monsieur le Président, nous créons des emplois, nous bâtissons le pays, nous le faisons avec des ouvriers et des ouvrières et des matériaux canadiens. On va bâtir le Canada très, très fort et s'assurer en même temps que les salaires et les conditions et la qualité de vie augmentent pour les Canadiens. L'honorable député de Thornhill. Il y a 2 Canada différents avec le premier ministre. Un où les salaires diminuent, un autre où les portfolios ou les portefeuilles financiers gagnent en valeur. La moitié des Canadiens sont à 200 $ de l'insolvabilité pour certains. Et avec leurs taxes, tout coûte plus cher. L'épicerie, l'essence. Hier, les conservateurs ont proposé un plan pour retirer toutes les taxes sur l'essence et le diesel. Les libéraux ont voté contre. Aiment-ils les taxes tant que ça ou est-ce qu'ils aiment tout simplement pas que ce soit l'idée des conservateurs? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, on n'attend pas. Après les conservateurs, nous avons déjà réduit les taxes de 28 sous le litre. Nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous avons réduit la TPS. Nous avons présenté une prestation pour aider avec le prix à l'épicerie. Et dans ma province, les maisons sont plus abordables grâce à nos mesures. L'honorable député de Thornhill. Il aurait pu réduire l'essence de 25 sous le litre il y a 2 jours. Il ne l'a pas fait. Et le gouvernement n'aurait pas agi si on n'avait pas fait pression. La réduction de taxes du gouvernement n'a pas enlevé toutes les taxes alors que le gouvernement engendre des mannes de recettes. Pourquoi est-ce qu'il ne supprime pas toutes les taxes sur l'essence pour le reste de l'année? L'honorable ministre. Les conservateurs aiment bien parler des États-Unis. Nous avons réduit les taxes sur un litre d'essence de 28 sous. Aux États-Unis, ils ne les ont pas réduits. Nous savons ce que c'est l'abordabilité.
L'honorable député de Calgary Heritage. Le premier ministre dit que les Canadiens peuvent tenir le rythme des coûts qui augmentent, mais le coût des aliments cause des pressions financières pour 2 Canadiens sur 3. Un Canadien sur 3 ne peut pas payer ses factures. Hier, le premier ministre a voté contre notre proposition d'enlever les taxes sur l'essence pour le reste de l'année. Il n'y a personne qui tient le rythme, Monsieur le Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas d'éliminer les taxes une fois pour toutes aujourd'hui? L'honorable ministre, bon, il y a deux visions de l'économie canadienne. Du côté conservateur, ils veulent éliminer les taxes pour les plus riches en espérant que tout aille bien. De notre côté, nous voulons une bonne économie forte qui fonctionnera pour tous. Nous avons une des meilleures économies du G7. Nous sommes chef de file mondial en matière d'investissement par habitant. Nous soutenons les familles grâce aux prestations pour l'épicerie et les produits essentiels et nous avons d'autres mesures d'aide pour que les travailleurs puissent améliorer leur sort. L'honorable député de Calgary Heritage. De nombreux Canadiens sont à 200 $ de l'insolvabilité. Imaginez si un tiers des emplois dans l'économie disparaissaient du jour au lendemain, comme ça pourrait être le cas. Le premier ministre sait que si on cesse de croire en notre pays, c'est lui qui va le rebâtir. Quel libéral va se proposer pour défendre ça? L'honorable ministre des Emplois et des Familles, que ce soit... Peu importe les économies que nous offrons aux Canadiens, les conservateurs, eux, les refusent. Ils ne veulent pas de ce genre d'économie pour les familles. Mais les familles savent que notre gouvernement est là pour les appuyer en ce moment et tout le temps. Et c'est comme ça qu'on peut construire un Canada fort pour tous. De Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre s'est fait élire en promettant de protéger l'économie contre les tarifs de Donald Trump. Pourtant, hier, il n'y avait aucune idée de quoi le chef du Bloc québécois parlait quand il l'a informé que Washington avait modifié ses tarifs sur l'aluminium et l'acier. Maintenant, les Américains imposent des tarifs de 25 % sur la valeur totale de tous les produits qui contiennent de l'aluminium ou de l'acier. Ils taxent non seulement le métal, mais toute la valeur ajoutée. Ça fait 2 semaines que Donald Trump a signé ce décret-là. Qu'est-ce que le premier ministre a fait depuis pour aider nos entreprises? L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, on apprécie beaucoup la question de notre collègue. On partage l'inquiétude de tous les membres de la Chambre quant au changement récent, il y a 2 semaines, du ministère du Commerce des États-Unis pour appliquer, par exemple, certains tarifs douaniers complètement non justifiés sur la valeur totale de certains produits et non pas le contenu, par exemple, de l'acier ou de l'aluminium. On a pris connaissance, évidemment, des impacts avec certaines industries canadiennes. Ma collègue, la ministre de l'Industrie, est beaucoup engagée. J'ai soulevé ça moi-même et d'autres collègues avec le gouvernement américain et on travaille le plus vite possible sur une solution. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le nouveau calcul des tarifs de Donald Trump menace tout le tissu industriel québécois qui transforme l'aluminium et l'acier. Le résultat, c'est des entreprises comme BRP qui s'écroulent en bourse, d'autres qui vont couper leur production ou encore d'autres qui ferment, comme Venmar à Drummondville. Le premier ministre doit soutenir l'aluminium et l'acier du Québec, y compris la transformation. Il doit aussi aider nos PME à comprendre comment s'adapter aux nouveaux tarifs à travers les 58 pages d'annexes incompréhensibles du décret de Washington. Au-delà de comprendre le dossier, est-ce que le gouvernement va bouger avant que nos entreprises soient obligées de faire des mises à pied? L'honorable ministre. Monsieur le Président, encore une fois, nous partageons précisément l'inquiétude que notre collègue soulève. C'est un enjeu dans sa province du Québec, mais partout au Canada aussi. Dans ma province du Nouveau-Brunswick, j'ai parlé à des entreprises qui sont aussi dans une situation inquiétante. C'est précisément pourquoi la collègue a soulevé l'importance d'appuyer les PME, d'aider les travailleurs et les entreprises face à ces tarifs non justifiés. C'est précisément qu'est-ce que notre gouvernement fait. En même temps, Monsieur le Président, nous avançons dans les négociations avec les Américains afin de leur faire comprendre que ce n'est pas dans leur intérêt économique.
L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton. Monsieur le Président, c'est déjà le Québec qui souffre le plus des tarifs de Donald Trump. Ce sont nos secteurs industriels qui en arrachent et c'est chez nous qu'on perd le plus d'emplois. Tout ça va s'aggraver avec le nouveau calcul des tarifs qui va taxer nos produits contenant de l'aluminium et de l'acier sur leur valeur totale, en plus du métal. Ça envoie le message qu'il n'y a plus d'avantage à transformer nos ressources au Québec et ça menace des milliers d'entreprises, petites et grandes. Monsieur le Président, Ottawa est toujours là pour l'automobile de l'Ontario. À quand du soutien pour le Québec? Honorable ministre. Monsieur le Président, ça ne vous surprendra pas que je ne partage pas le pessimisme de notre collègue en face quant à l'obligation du gouvernement du Canada d'appuyer toutes les régions du Canada, toutes les industries et tous les travailleurs. C'est précisément qu'est-ce que nous faisons, Monsieur le Président. Je comprends l'enjeu dans sa province. Comme j'ai dit, c'est la même chose dans beaucoup d'autres provinces. Nous autres, on ne fait pas de différence quant à l'importance de défendre des industries canadiennes partout au Canada. C'est ça qu'on fait et on va continuer de le faire. Exactement. L'honorable député de Chilliwack-Hope. Après une décennie de gouvernements libéraux, les Canadiens sont à bout de ressources. Voici des statistiques inquiétantes. Près d'un tiers des Canadiens disent ne pas avoir les moyens de payer leurs factures. Près de 4 sur 10 craignent perdre leur emploi. 3 sur 5 disent travailler plus fort sans améliorer leur sort. Hier, le gouvernement libéral a voté contre l'abordabilité. Encore une fois, pourquoi le premier ministre n'offre-t-il pas aux Canadiens un vrai répit en adoptant le plan conservateur visant à éliminer les taxes sur l'essence et les aliments? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, ce chef conservateur a remis en question l'instruction économique de notre premier ministre. C'est vraiment pas fort. De notre côté, on se concentre sur l'économie pour les Canadiens et on a enlevé la taxe d'assises. C'est temps pour le parti de se lever du banc et de participer au jeu et d'appuyer nos mesures. L'honorable député de Chilliwack-Hope. Les conservateurs offrent Nothing like hockey to get everyone going. une métaphore de hockey, c'est très bien pour l'ambiance. L'honorable député. Pendant que les conservateurs offrent de vraies solutions, le gouvernement libéral offre seulement de réduire un tiers des taxes sur l'essence pendant un tiers de l'année et ces économies seront dépensées aussitôt. Les taxes libérales sont tellement débridées qu'un Canadien sur 5 dit devoir s'endetter pour payer les taxes et impôts. Pourquoi le premier ministre n'offre-t-il pas aux Canadiens un vrai répit en adoptant le plan conservateur? No, not from the top. No, Pas depuis le début, mais bon, on entend du bruit des deux côtés. Je pense que le député a pu poser sa question. Le temps est écoulé de toute façon. The time. I'll give the member a few more seconds. Il peut prendre quelques secondes de plus. Pourquoi les libéraux n'offrent-ils pas un vrai répit aux Canadiens plutôt que des demi-mesures? Pourquoi n'adoptent-ils pas notre plan conservateur et pourquoi n'éliminent-ils pas toutes les taxes pour le reste de l'année? The honourable secretary. Whoa! The member, I haven't called on the member yet. Je ne lui ai pas donné la parole encore. L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Je sais que le chef aime bien les balados, essaie de sauver sa carrière, mais de notre côté, on se concentre sur l'abordabilité. Nous avons enlevé la taxe d'assises, nous avons enlevé la taxe carbone sur les consommateurs. De leur côté de la Chambre, ils ne font que des rimes et des slogans. De notre côté, on se concentre sur l'abordabilité pour les Canadiens. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake. Près des 3/4 des Canadiens disent que
l'augmentation du coût des produits essentiels cause une pression sur leur budget. Après des années de politique libérale et une augmentation du coût de la vie, les Canadiens se voient faire des choix déchirants juste pour arriver. Et les libéraux ont voté contre notre plan d'enlever les taxes sur l'essence et le diesel. Le premier ministre, les libéraux vont-ils écouter ce qu'on propose et enlever les taxes pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens? L'honorable député. Il y a tellement d'hypocrisie dans cette Chambre. Je siège en cette Chambre depuis quelques années et ils se sont toujours opposés aux mesures que nous avons proposées pour l'abordabilité. Le service de garde, le programme dentaire, la prestation pour les enfants. Ils ont voté contre la prestation pour l'épicerie et les besoins essentiels. Et maintenant, ils disent qu'on devrait en faire plus pour réduire le prix de l'essence alors qu'on vient d'enlever la taxe d'assises et ça en plus de toutes les autres mesures d'abordabilité qu'on a prises. L'honorable député, eh bien, en réalité, 73 des Canadiens disent devoir réduire leurs dépenses. Certains grossistes disent devoir ajouter à leur prix pour compenser pour le prix de l'essence, ce qui ajoutera au prix des aliments au final. Les banques alimentaires disent devoir dépenser davantage sur l'essence et moins sur les aliments. Et de leur côté, ils ne proposent que des demi-mesures. Chaque taxe sur l'essence est une taxe sur les familles, une taxe sur les aliments. Vont-ils faire ce qu'il faut? Vont-ils retirer les taxes sur l'essence, oui ou non? L'honorable secrétaire parlementaire. Un instant. Je vous donne la parole. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Finances. Monsieur le Président, semblerait que les conservateurs sont bien déterminés à être de moins en moins populaires. Ils jouent à des jeux politiques alors que les Canadiens sont confrontés à des difficultés. Ils s'opposent à des mesures d'abordabilité. De notre côté, nous savons qu'on ne peut pas jouer avec le sort des Canadiens et nous fournissons des mesures immédiate pour les Canadiens. Nous avons une réduction d'impôts pour 22 millions de Canadiens, une réduction de la taxe sur l'essence et des mesures qui remettront 1 800 $ dans les poches des Canadiens. La députée de Chatham-Kent-Leamington. Monsieur le Président, 74 des Canadiens signalent que la montée des prix de l'essence et des aliments sape leur budget. Les libéraux disent se soucier de l'abordabilité, mais les banques alimentaires manquent d'aliments, retirent la viande de leurs étagères parce que c'est trop cher. Le premier ministre pense-t-il que sa réduction temporaire de 10 cents le litre qui prendra fin à la fin du travail réglera vraiment les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et réduira vraiment les prix de l'essence? L'honorable ministre d'État. Bon, ce que les conservateurs ne disent pas dans leurs argumentaires pré-rédigés, c'est que ils ont des propositions irresponsables. Ils peuvent remettre en question les compétences économiques de l'un des meilleurs économistes. How much time is left? How much time is left? The honourable member, order please. À l'ordre. The honourable member. L'honorable député dispose encore 7 secondes. Je ne sais pas si les conservateurs sont fâchés parce qu'ils ne savent pas lire ou parce qu'ils se font dire quoi dire, mais nous, on appuie les Canadiens. L'honorable député de Chatham-Kent-Leamington. Monsieur le Président, les libéraux vont devoir choisir. D'un côté, ils disent que leur taxe carbone industrielle cachée n'ajoute pas au prix des aliments, mais de l'autre côté, ils offrent des demi-mesures temporaires
pour donner du répit aux Canadiens pendant que les prix d'essence augmentent, disant justement que, avouant donc que les prix d'essence montent. Alors pourquoi n'enlève-t-il pas la taxe sur l'essence au complet pour toute l'année? L'honorable ministre d'État. Eh bien, ce sont eux qui cachent des coûts aux Canadiens. Que vont-ils amputer pour payer pour leurs propositions irresponsables? Les services de garde ou quoi d'autre? Ils ne vont pas fournir une prestation d'aide pour les aliments ou l'essence. Pourquoi? Nous le savons parce qu'ils ont voté contre quand on l'a proposé. Ils peuvent remettre en question les compétences d'un économiste reconnu dans le monde, mais les Canadiens comprennent ce qui se passe. L'honorable député. Après une décennie de politique libérale, les Canadiens sont à bout de ressources et ils tirent de l'arrière. 74 disent que la montée des prix des produits essentiels met une pression sur leurs finances. 43 disent être à 200 $ de l'insolvabilité chaque mois. Les familles réduisent leurs dépenses, s'inquiètent de leur sécurité d'emploi et n'ont pas un salaire adéquat pour payer leurs factures. Est-ce que c'est la réalité de ce qui se passe et est-ce que le gouvernement va continuer de décider pour les Canadiens? La secrétaire parlementaire. On commence à voir le résultat de nos mesures. Les salaires ont augmenté de 4,7 alors que l'inflation était à 1,8 C'est une vraie différence dans la vie des Canadiens. Mais à l'heure actuelle, Monsieur le Président, les Canadiens se concentrent sur le coût de la vie, sur leurs impôts. Et c'est pourquoi nous avons réduit l'impôt pour 22 millions de Canadiens. Nous avons mis en place une prestation pour l'épicerie et les besoins essentiels, ce qui aidera les aînés dans sa circonscription. Président, on ne saluera jamais assez le travail des médias d'information régionale. Mais les derniers qui nous restent au Québec, ils vont fermer si Ottawa n'agit pas rapidement. Lorsque le CRTC a ajouté 15 stations de Global News au fonds pour les nouvelles locales indépendantes, il a aussi ajouté 15 nouveaux joueurs pour se diviser le même montant d'argent. Résultat, la part de financement des médias francophones a chuté de moitié et risque de disparaître. Dans 12 jours, les libéraux vont présenter une mise à jour économique. Est-ce qu'ils vont bonifier ce fonds essentiel? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Président, comme le député le sait très bien, que ce soit le crédit d'impôt pour les journalistes, le fonds des médias ou le fonds pour les journaux locaux, nous ne cesserons jamais d'appuyer un écosystème francophone fort, médiatique et indépendant. Honorable député de Drummond. On est presque à une réponse, Monsieur le Président. Il y a une mise à jour économique dans 12 jours. L'avenir des médias d'information régionale de langue française va s'y jouer. On ne peut pas attendre que les géants du Web cessent de contester nos lois devant les tribunaux pour éviter de payer leur juste part. On manque de temps. Il doit offrir aux médias électroniques son crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique, comme il le fait pour les médias écrits. Il doit bonifier le fonds pour les nouvelles locales indépendantes. Il doit aussi cesser de récompenser la publicité sur les plateformes des GAFAM. L'avenir se joue maintenant. Est-ce que la mise à jour économique va venir au secours de nos médias d'information régionale? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous ne cesserons jamais d'appuyer les journalistes pour leur effort d'appuyer les médias indépendants francophones et forts, mais je trouve ça très ironique que le Bloc québécois nous demande de bonifier un fonds de 127 millions de dollars contre lequel ils ont voté dans le dernier budget. Le député de Charlebourg-Saint-Charles. Monsieur le Président, depuis l'imposition des tarifs américains, les exportations canadiennes ont chuté de plus de 15 et des emplois disparaissent partout au pays. De plus, le Tribunal canadien du commerce international confirme que de l'acier en provenance de la Chine est dumpé au Canada et cause un préjudice direct à nos travailleurs. Nos entreprises se font frapper des deux côtés, d'un bord par les tarifs américains, de l'autre côté par la concurrence déloyale de la Chine. Pendant la dernière campagne électorale, le premier ministre disait qu'il était le seul capable de régler le problème avec Donald Trump. Mais là, les Canadiens peinent à payer la facture et maintenant, ils perdent leur emploi. Pourquoi a-t-il fait cette promesse qu'il ne pouvait tenir? Oui.
Le ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis il est vrai qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, entre autres les tarifs qu'imposent, les tarifs illégitimes et illégaux qu'impose l'administration américaine. Mais il y a des choses qu'on contrôle, Monsieur le Président. C'est les grands projets qu'on bâtit ici, c'est l'aide qu'on offre à la classe moyenne. Puis, Monsieur le Président, quand on regarde les chiffres de la dernière année, l'inflation est dans le bas de la fourchette de la Banque du Canada, Monsieur le Président. L'augmentation des salaires est la plus impressionnante des pays du G7, avec 4,7 % d'une année à l'autre, Monsieur le Président. Le Fonds monétaire international prévoit qu'on aura la deuxième croissance la plus forte des pays du G7, Monsieur le Président. C'est ça, bâtir un Canada fort. Merci beaucoup. Le député de Charlebourg-Saint-Charles. Est-ce que le ministre peut aller parler aux employés de chez Paccard à Sainte-Thérèse qui ont perdu 700 employés qui ont perdu leur job à cause des tarifs? Également, BRP, une perte de 500 millions de dollars causée par la drop de 35 % à la bourse. C'est encore une fois les travailleurs québécois le travail des travailleurs québécois qui est en danger. Ça, c'est pas rien que des chiffres abstraits, c'est des réalités de la vie de tous les jours, Monsieur le Président. Mais rappelons-le, le premier ministre en campagne électorale a dit que lui, il était le seul au monde qui pouvait régler le problème avec Donald Trump. On a des pertes d'emplois, des catastrophes. En plus, la Chine se rajoute là-dessus. Qu'est-ce que le premier ministre va faire? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce que nous faisons depuis déjà presque un an, c'est que nous allons renégocier nos relations avec les Américains. Nous n'allons pas signer n'importe quoi. Nous n'allons pas signer n'importe quel accord. Il va falloir que cet accord-là soit à notre avantage aussi. Et entre-temps, nous soutenons nos entreprises, comme nous l'avons fait avec Paccard. Justement, avec Paccard, Monsieur le Président. Parce que Paccard était affecté par les tarifs. Et en effet, notre gouvernement a négocié un package de mesures pour aider Paccard à passer à travers ce mauvais moment, Monsieur le Président. Nous allons le faire à nous. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kawenrak. Monsieur le Président, on pensait avoir tout vu sur la gestion libérale de l'Agence du revenu du Canada, mais non, c'est pire qu'on pensait. Alors que toutes les familles canadiennes en arrachent quand ils vont faire face à une inflation libérale dans l'alimentation, voilà que l'ARC on apprend ce matin par Radio-Canada que l'Agence du revenu a versé 5 millions de dollars. 5 millions de dollars à un fraudeur qui a fait une demande bidon. Ça, Monsieur le Président, c'est 5 millions de dollars sans aucune vérification. C'est ça après 10 ans de gouvernance libérale à l'ARC. Est-ce que quelqu'un est capable de défendre l'indéfendable ici? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, Connor McDavid est un excellent joueur de hockey. L'abus en matière d'impôts, c'est illégal. On ne peut pas commenter les dossiers précis et les questions devant les tribunaux. Les Canadiens peuvent être rassurés. L'ARC prendra toujours les mesures pour assurer une équité fiscale. On peut entamer des poursuites judiciaires au besoin et prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité. Oh, excusez-moi. Comme l'ARC a versé 5 millions de dollars à un fraudeur. Ça fait 10 ans que ces gens-là jouent tout croche l'ARC. Résultat, les personnes qui sont honnêtes, qui font une petite erreur de 100-200 pièces dans leur revenu, là, c'est la fin du monde, ils se font attaquer directement par l'ARC. Mais l'ARC va donner 5 millions de dollars à un fraudeur. Que le ministre ne se cache pas derrière le fait qu'il ne peut pas parler d'un cas individuel. 5 millions de dollars, ça n'a pas de bon sens. Levez-vous, excusez-vous. L'honorable secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Bon, je respecte le député d'en face, j'apprécie sa passion. Nous savons que les violations de la loi sur l'impôt sont illégales. L'ARC traite des millions et des millions de déclarations d'impôts chaque année. L'ARC fait un travail formidable dans son ensemble. Nous sommes en pleine saison des impôts. C'est l'occasion de dire aux Canadiens qu'il faut produire sa déclaration d'ici le 30 avril. Nous ne pouvons nous prononcer sur les cas qui sont devant les tribunaux. Merci, Monsieur le Président. Député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, ma petite fille Clémence, 8e de mes petits-enfants, vient de naître la nuit passée. Elle reçoit comme cadeau une dette de 44 716 $. Ça
commence bien dans la vie. En plus, le premier ministre lui offre 4 cents de réduction sur le diesel. Imaginez, M. le Président, 4 cents le litre. Monsieur le Président, c'est ironique à l'extrême. Comment le 4 cents va aider Clémence pour commencer sa vie en toute sérénité? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, on souhaite la bienvenue à la petite Clémence, mais j'avertis le député d'en face, lorsqu'elle va grandir, il aura des questions difficiles à répondre. Notamment, pourquoi, après 8 enfants, la prestation canadienne pour enfants, ça commence à totaliser bien des sous chaque mois, et malheureusement, le député en face a voté contre. Donc, on peut épargner la petite déception de la petite, jolie Clémence tout de suite si le député se lève et s'excuse d'avoir voté contre de telles mesures pour elle. The honorable member for... L'honorable député de Victoria. Monsieur le Président, le saumon sauvage du Pacifique fait partie intégrante de l'identité de tous ceux qui vivent en Colombie-Britannique et au Yukon. Le changement climatique et la perte d'habitat font peser de nouvelles menaces sur le saumon sauvage. Nous avons la responsabilité d'assurer la reconstitution de cette espèce. La ministre des Pêches peut-elle nous dire ce que fait notre gouvernement pour protéger la population de saumon sauvage pour tout le monde dans la Colombie-Britannique et le long de la côte ouest? L'honorable ministre des Pêches et des Océans. Je tiens à remercier mon collègue pour son engagement en faveur du saumon sauvage. Le saumon sauvage du Pacifique est un élément essentiel de la côte ouest. Je me suis rendu en Colombie-Britannique récemment pour annoncer 413 millions de dollars en financement pour l'initiative de la stratégie sur le saumon du Pacifique. Cela porte à plus d'1 milliard de dollars l'engagement fédéral en faveur du saumon sauvage du Pacifique, en ce qui permettra de renforcer la recherche scientifique, la surveillance, de restaurer les habitats, et j'en passe. Ensemble, nous pouvons rétablir les populations de saumon sauvage et bâtir une économie plus forte. L'honorable député de Mission-Matsqui-Abbotsford. Merci, Monsieur le Président. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a publié un rapport accablant qui dit que le Canada est maintenant dans une pénurie d'entrepreneuriat avec plus de fermetures que d'ouvertures d'entreprises depuis 6 trimestres consécutifs. Plus de la moitié des propriétaires de petites entreprises ne recommanderaient pas de créer une entreprise au Canada. Et il y a aujourd'hui 100 000 entrepreneurs de moins qu'il y a 20 ans. Encore pire, 73 % des répondants au sondage ont dit qu'ils avaient un manque de confiance envers ce gouvernement libéral. Donc, quelle est la réponse du premier ministre face à ce déclin alarmant de l'entrepreneuriat canadien? L'honorable ministre des Femmes, de l'égalité des genres et de la petite entreprise. Merci, Monsieur le Président. Les petites entreprises ont montré une résilience extraordinaire pendant cette guerre commerciale. Nous réduisons la bureaucratie pour les petites entreprises, améliorons l'accès aux programmes de financement, répondons à leurs besoins, les aidons à se tourner vers de nouveaux marchés alors que le premier ministre signe de nouveaux accords pour élargir la portée de nos marchés. Ce seront de nouveaux débouchés pour les petites et moyennes entreprises qui renforcent notre économie, qui créent des emplois et qui font en sorte que les propriétaires ont toutes les possibilités de croître. L'honorable député de Mission-Matsqui-Abbotsford. Eh bien, ce que fait le gouvernement, ça ne fonctionne pas. La série de programmes ne remplacera pas les réformes structurelles nécessaires pour améliorer le climat d'entrepreneuriat au Canada. Les petites entreprises se font attaquer de tous côtés par le gouvernement avec plus de coûts, plus de bureaucratie. Le gouvernement ne fait rien pour mettre fin à ces changements structuraux. Combien d'entreprises devront fermer leurs portes avant que ce premier ministre ne revienne sur ses politiques économiques désastreuses et ne laisse les entrepreneurs canadiens réussir de nouveau? L'honorable ministre. Monsieur le Président, contrairement aux messages selon lesquels le Canada est brisé qui viennent de la part des conservateurs, nous croyons en les petites entreprises. Des rapports qui démontrent que le Canada reçoit le plus d'investissements directs étrangers par habitant des pays du G7. Sous le leadership de notre premier ministre, nous signons de nouveaux accords commerciaux, créons des emplois et renforçons l'économie. C'est ce que nous faisons pour les petites et moyennes entreprises au Canada. Honorable député de Vaughan Woodbridge.
Hier, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a rendu son verdict sur la politique économique du premier ministre. Le Canada traverse une période de stagnation entrepreneuriale. Depuis 6 trimestres consécutifs, le nombre de fermetures d'entreprises dépasse celui des ouvertures de 55 des propriétaires déconseillent de créer une entreprise au Canada. Coûts élevés, bureaucratie écrasante, impôts punitifs, voilà le bilan libéral. Après une décennie au pouvoir, le premier ministre va-t-il finalement mettre fin aux politiques de son gouvernement qui étouffent la croissance pour permettre aux petites entreprises d'avoir du succès? L'honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur le Président, récemment, nous avons vu des investissements directs étrangers atteindre des records au Canada. 250 millions de dollars en investissement. Bayers investit 45 millions en recherche sur le canola à Winnipeg. Un géant de la crème glacée étranger choisit le Canada pour ses installations. Coca-Cola investit 141 millions de dollars dans son installation à Brampton. Monsieur le Président, toutes ces entreprises croient au potentiel du Canada. Pourquoi l'opposition ne le fait-elle pas? L'honorable député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président, le député d'en face peut bien rester ses arguments tout l'après-midi, mais 97 000 entrepreneurs viennent de lui dire la vérité. Des coûts élevés, des impôts élevés, de la bureaucratie, tout cela fait fuir les entrepreneurs du Canada. Un rapport récent de la RBC souligne que 1 000 milliards de dollars de capitaux ont quitté le Canada au cours des 10 dernières années. Les libéraux ne veulent jamais en parler. C'est la conséquence directe des mauvais choix. Plus de 50 des entrepreneurs disent qu'ils vont démarrer leur entreprise à l'extérieur du Canada. Le premier ministre s'engagera-t-il aujourd'hui à renverser les politiques fiscales et réglementaires qui font fermer les entreprises, oui ou non? L'honorable ministre. Vous savez, Monsieur le Président, on a parlé du rapport de la RBC, mais dans ce rapport, on dit le Canada est de nouveau sur le radar pour les investisseurs étrangers. Le Canada a reçu 100 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, le plus haut niveau depuis 2015. Nous renforçons la capacité de transformation alimentaire au Canada. Nous réduisons les obstacles réglementaires, nous diversifions nos marchés, nous travaillons avec la communauté d'affaires de partout au Canada pour que le Canada soit encore meilleur. L'honorable député de Prince-Albert. Monsieur le Président, avec un nombre record de fermetures au pays, les petites entreprises tirent la sonnette d'alarme. Les coûts élevés, la bureaucratie et l'incertitude permanente découragent la prochaine génération d'entrepreneurs. Mais ne vous fiez pas seulement à moi. Brianna Solberg de la FCEI prévient que les fondements économiques du Canada sont en train de s'effriter. Après 10 années de mauvaise politique libérale, la moitié des propriétaires déclarent qu'ils ne recommanderaient pas de créer une entreprise. Pourquoi ce gouvernement continue-t-il de rendre la réussite des petites entreprises plus difficile au lieu de la faciliter? L'honorable ministre de la Défense. Monsieur le Président, nous venons de lancer la stratégie de défense industrielle en défense du Canada et déjà 14 milliards de dollars en revenus annuels vont permettre de créer 81 000 emplois, plus de 100 000 emplois indirects. Pour la construction de catégories de navires, ce seront des milliers d'emplois qui seront créés. Pour la modernisation de la logistique, 1500 emplois. Monsieur le Président, il y a des dizaines d'emplois supplémentaires qui seront créés par cette stratégie. L'honorable député de Saint-Jean-Saint-Croix. Monsieur le Président, dans ma circonscription du Nouveau-Brunswick, les familles paient l'essence 32 cents de plus par litre que leurs voisins du Maine. Cette différence de prix n'est pas liée aux marchés mondiaux. Les stations-service situées de part et d'autre de la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick s'approvisionnent à la raffinerie de Saint-Jean. La différence est liée aux taxes libérales. Les Canadiens n'ont plus les moyens d'acheter les produits que nous fabriquons ici même au pays en raison des taxes élevées. Les libéraux vont-ils écouter les conservateurs et réduire le prix de l'essence de 25 cents le litre en supprimant toutes les taxes fédérales sur l'essence? Honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, c'est paradoxal que mon collègue parle des États-Unis. Nous avons réduit le prix de l'essence de 28 cents le litre, alors qu'aux États-Unis, ils ont réduit leurs taxes de 0. C'est la différence entre un gouvernement qui a à cœur le coût de la vie et un qui s'en fout. L'honorable député de Saint-Jean-Saint-Croix. Monsieur le Président, les États-Unis n'ont jamais eu de taxe carbone. Ils n'ont pas eu besoin d'éliminer des taxes après 10 ans.
Mais les libéraux refusent de faire tout ce qui se doit, d'éliminer la taxe carbone industrielle, la norme sur les carburants qui font en sorte que le prix de l'essence est si élevé. Le gouvernement va-t-il finalement éliminer toutes les taxes fédérales et enfin donner un vrai répit aux Canadiens? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, nous avons déjà réduit la taxe sur l'essence de 28 cents le litre. Mais ce n'est pas tout. Nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous avons éliminé la TPS. Nous avons présenté la prestation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Et nous avons rendu les maisons moins chères de près de 200 000 $. Voilà à quoi ressemble un plan pour l'abordabilité. L'honorable député de London Fanshawe. Monsieur le Président, selon Statistique Canada, le taux de chômage à London a grimpé à 9,1 %, soit le plus élevé au Canada. Par ailleurs, la RBC rapporte que plus de 1 000 milliards de dollars de capitaux, ont quitté le Canada depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux en 2015. London dispose de la main-d'œuvre, des talents et du potentiel nécessaire. Le premier ministre a promis de construire comme jamais auparavant. Mais ce n'est pas ce que nous voyons à London. Le premier ministre va-t-il enfin libérer l'économie canadienne, attirer les investissements et créer les conditions nécessaires à la croissance des entreprises et à la prospérité des habitants de London? L'honorable secrétaire parlementaire. London a certainement les talents et le potentiel pour avoir un avenir radieux. Pendant trop longtemps, notre région dépendait du commerce. Nous diversifions nos échanges commerciaux. Oui, nous traversons des moments difficiles, mais nous nous concentrons par exemple sur la défense. 6 milliards de dollars au cours des prochaines années vont permettre de créer 125 000 emplois d'ici 2035. Le sud-ouest de l'Ontario et London en particulier vont profiter de ces investissements. Nous allons obtenir ces emplois. L'honorable député de London Fanshawe. Monsieur le Président, les libéraux sont très doués pour faire des promesses et trouver des excuses. Mais les résidents de London ont besoin de résultats. Aujourd'hui, l'Incertitude mondiale devrait nous inciter à renforcer notre compétitivité ici même au pays pour avoir un levier d'influence à l'étranger. Pourtant, au-delà des discours, ce gouvernement n'a pris aucune mesure concrète. Il n'a pas su libérer notre potentiel énergétique, n'a pas fait avancer les projets de l'Oduc ni aucun autre projet d'envergure, mais a doublé les taxes et les réglementations anti-entreprises comme la taxe industrielle sur le carbone qui font fuir les capitaux hors du Canada. Quand ce gouvernement prendra-t-il enfin la compétitivité au sérieux, abolira-t-il la taxe industrielle sur le carbone et fera-t-il du Canada et de London un endroit où les entreprises veulent investir? L'honorable secrétaire parlementaire. Eh bien, tous les députés de cette Chambre qui représentent London et le sud-ouest de l'Ontario travaillent avec passion. Donc, j'invite mon collègue. Oui, c'est vrai que nous avons besoin de plus d'investissements à London et nous le verrons avec la politique de défense notamment. Mais je pense qu'il faut reconnaître la souffrance que nous constatons. Les conservateurs parlent des besoins des gens sur le terrain, mais ils refusent d'appuyer les soins dentaires, l'assurance médicaments, l'allocation canadienne pour enfants. Aucune des mesures qui aident les Canadiens qui traversent des moments difficiles. L'honorable député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie. Monsieur le Président, nous diversifions notre commerce, faisons avancer des grands projets et travaillons à doubler nos exportations en dehors des États-Unis. La semaine dernière, nous avons lancé les travaux d'agrandissement du port de Montréal dans la ville de Contrecœur. Les ministres des Transports, peut-il nous dire pourquoi ce projet est important et ce que cela va changer pour le Canada concrètement? Merci. L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, j'ai été fier la semaine dernière d'aller avec mon honorable collègue ainsi que le premier ministre et beaucoup des députés du Québec et d'ailleurs du côté du gouvernement pour annoncer justement débuter des travaux sur l'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur, un projet fort, un méga projet qui va réaliser une expansion de 60 % de la capacité du port de Montréal. Monsieur le Président, nous sommes très fiers et c'est le plus récent exemple de comment on bâtit le Canada grand, fort, avec les hommes et les femmes et les matériaux canadiens. L'honorable député de Saint-Albert-Sturgeon River. Monsieur le Président, les libéraux ont peur de la reddition de comptes. Pendant des jours, les députés libéraux font de l'obstruction en comité pour éviter que le ministre ne comparaisse pour répondre aux questions sur comment des milliards de dollars des contribuables vont être détournés vers une entreprise dans laquelle sa partenaire est vice-présidente.
Le ministre dit qu'il n'y a rien à voir, que tout est beau, tout a été fait selon les règles de l'art. Eh bien, si c'est le cas, pourquoi cette obstruction? Pourquoi le ministre refuse-t-il de comparaître en comité? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le Canada a parmi les codes et les règles en matière d'éthique les plus strictes au monde. Tous les députés et tous les détenteurs de charges publiques doivent se conformer à ce code à la lettre, et c'est certainement le cas pour le ministre des Finances, mais parlons du train à grande vitesse. Les conservateurs promettent maintenant d'annuler ce projet d'intérêt national, ce projet qui va unifier le Canada, qui va aider à construire le Canada, qui va changer le visage de la mobilité au pays. Nous allons de l'avant avec ce projet. Nous allons construire un train à grande vitesse et nous allons le faire rapidement, Monsieur le Président. L'honorable député de Saint-Albert-Sturgeon River. Monsieur le Président, savez-vous ce qu'on nomme lorsqu'un ministre de la Couronne parle à propos d'un sujet et vote sur un sujet qui voudra détourner des milliards de dollars vers une entreprise pour laquelle sa partenaire est vice-présidente? On appelle cela un conflit d'intérêts. N'est-ce pas là la vraie raison pour l'obstruction libérale? N'est-ce pas là la raison pour laquelle le ministre a peur de se présenter en comité? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Je vais répéter au profit du député que le ministre des Finances a respecté les règles les plus strictes au monde en matière d'éthique et les a respectées à la lettre. Le député devrait se rendre dans les premières rangées de son parti pour dire qu'il est temps de cesser l'opposition au train à grande vitesse. Il faut se tasser du chemin parce que le train arrive à grande vitesse, sera construit avec l'acier, l'aluminium, le bois et les travailleurs canadiens. L'honorable député de Leeds-Grenville, Thousand Islands, Rideau Lakes. Ce que les Canadiens aimeraient, c'est que les libéraux fassent preuve de reddition de comptes, puisqu'il y a un ministre qui a dit qu'il serait en conflit d'intérêts parce que sa partenaire est vice-présidente chez Alto, et donc il ne pouvait voter sur ce projet. Or, nous demandons, c'est la raison pour laquelle nous demandons au ministre de venir en comité. C'est un conflit d'intérêts de se prononcer sur 90 milliards de dollars si on est visé par un conflit d'intérêts. Pourquoi les libéraux font-ils tout en leur pouvoir pour faire de l'obstruction et éviter que le ministre ne rende des comptes en comité? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous avons les règles les plus strictes au monde. Nous avons un commissaire au conflit d'intérêts. La question a été renvoyée au commissaire au conflit d'intérêts. Le député le sait très bien, le commissaire n'a détecté aucun conflit d'intérêts. Et ce, parce que le ministre des Finances respecte les règles à la lettre, comme nous le faisons tous. Et pour ce qui est du train à grande vitesse, qui passera, je pense, à travers la circonscription du collègue, il devra avoir peur de s'opposer au train à grande vitesse, un projet revendiqué par les Canadiens. L'honorable député d'Halifax. Monsieur le Président, les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale, qu'ils soient dans le secteur bancaire, des télécommunications ou du transport interprovincial, méritent de savoir que leurs salaires suivent le rythme de l'augmentation du coût de la vie. À côté du 1er avril, le salaire minimum fédéral a de nouveau augmenté. Le secrétaire d'État au Travail pourrait-il expliquer ce que cette augmentation signifie pour les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale? Le secrétaire d'État pour le Travail. Je remercie la députée d'Halifax pour sa question et son travail acharné au nom de sa communauté. Monsieur le Président, nous nous consacrons à la fois à la croissance économique et au soutien des travailleurs. C'est pourquoi le salaire minimum fédéral est indexé sur l'inflation et a été porté à 18,15 le 1er avril, ce qui représente une augmentation cumulative totale de 21 % depuis 2021. Il s'agit d'augmentations régulières et prévisibles qui protègent les travailleurs. C'est une question d'équité, de stabilité et de construction d'une économie qui profite à tous. Notre gouvernement construit un Canada fort pour tous et toutes. L'honorable député de Richmond Hill Sud. La République islamique d'Iran emprisonne les dissidents, massacre son propre peuple, exporte la terreur et figure officiellement sur la liste canadienne des États soutenant le terrorisme. Pourtant, la semaine dernière, les libéraux ont soutenu le régime iranien pour qu'il obtienne un siège au Comité des programmes et de la coordination des Nations unies, un organe qui contribue à l'élaboration de politiques en matière de droits de la personne. Les Canadiens se demandent pourquoi ce gouvernement libéral promeut un régime meurtrier et terroriste aux Nations unies.
Donc, nous demandons de nouveau, pourquoi les libéraux, leur représentant libéral aux Nations unies, légitiment-ils les ayatollahs? Est-ce vraiment là où se situent les valeurs du premier ministre? Le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. Mr. Speaker. Monsieur le Président, le Canada n'appuie pas un poste pour l'Iran au sein d'un comité au sein des Nations unies. L'Iran a été suggéré pour ce comité. Ils ont été nommés par acclamation, donc il n'y a aucune occasion de mettre la question aux voix. Les candidats seront décidés à l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 2026. Le Canada travaille de près avec ses partenaires pour contrer directement les candidatures de l'Iran au sein des organes des Nations unies et nous allons continuer de le faire à chacune des occasions. L'honorable député d'Edmonton-Strathcona. Monsieur le Président, le gouvernement laisse les grandes entreprises pétrolières engranger des bénéfices records et escroquer les Canadiens à la pompe, et Imperial Oil signale un nouveau déversement majeur de plus de 843 000 litres de substances toxiques de sel et de bitume. Pendant ce temps, les dirigeants autochtones demandent un leadership réel pendant qu'il y a des déversements dans les bassins versants du nord de l'Alberta. Que faudra-t-il pour que ce gouvernement fasse son travail, protège les communautés autochtones et mette en œuvre et fasse respecter les lois environnementales au Canada? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, le réseau de l'Oléoduc du Canada est sous haute surveillance. Les agences de réglementation offrent une supervision indépendante et tout effort de réponse au déversement. Les oléoducs demeurent la façon la plus sûre et la plus efficace de déplacer de grands volumes de pétrole. Le Canada a d'ailleurs un excellent bilan en matière. Ce seront les entreprises et non pas les contribuables qui seront responsables pour la réponse au déversement. L'honorable député de Vancouver-Est. Hier, le NPD a présenté une motion de consentement unanime pour mettre fin à la tarification de surveillance et tous les partis étaient d'accord, sauf les libéraux qui ont bloqué cette motion. Pendant ce temps, les Canadiens sont aux prises avec une augmentation du coût de la vie et les entreprises cherchent à savoir comment ils peuvent escroquer les Canadiens davantage, les familles et les aînés à revenus fixes. Pourquoi les libéraux ont-ils bloqué cette mesure de gros bon sens et pourquoi les libéraux ne s'engagent-ils pas à mettre fin dès aujourd'hui à cette tarification axée sur la surveillance? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens savent que la concurrence est au cœur de l'économie canadienne et s'attendent à ce que les entreprises agissent de manière juste envers les consommateurs. Comme l'a dit le Bureau de la concurrence, la tarification algorithmique au Canada augmente les coûts pour les Canadiens. Notre position est claire. Nous voulons plus de choix, plus de concurrence et de meilleurs prix pour les Canadiens. C'est pourquoi nous examinons de près la tarification algorithmique, y compris par le biais du Bureau de la concurrence. Y a-t-il un rappel au règlement de la part de la ministre des Pêches? J'ai dit à tort qu'il y avait 143 millions, mais c'est 412 millions. C'est noté. Nous remercions la ministre de cette correction.